Je veux parler des idées, des bonnes idées qui ne sont pas de bonnes idées. Pourquoi les bonnes idées ne sont pas de bonnes idées? C'est très important de comprendre ceci. Toutes les idées ne sont pas bonnes, même si elles apparaissent comme étant bonnes, parce que les bonnes idées sont utilisées pour corriger, filtrer l'astral dans l'homme conscient. Les bonnes idées sont des tests. Elles sont des tests de patience, elles sont des tests de discernement, elles sont des tests d'écœurement, elles sont des tests de fatigue, elles sont des tests de résistance. Les bonnes idées sont utilisées par l'astral pour tester l'homme. Et l'homme qui se conscientise doit comprendre ceci. Il doit comprendre que les bonnes idées ne sont pas nécessairement bonnes, mais qu'elles servent à l'aiguiser, à aiguiser son intelligence, jusqu'au jour où il n'a plus besoin de bonnes idées. Quand l'homme n'a plus besoin de bonnes idées, il n'a simplement qu'à créer des idées. Mais si une idée vous semble être bonne, faites attention. Nous ne parlons pas ici des idées qui sont mauvaises. Il est évident qu'une idée qui est mauvaise est mauvaise. Mais nous parlons des idées qui sont bonnes, qui semblent être bonnes. Ce sont ces idées-là qui sont dangereuses, parce que ce sont ces idées-là qui nous font souffrir. Donc, lorsque vous avez une bonne idée en tête, faites attention. C'est là que vous êtes sur le point de vous faire prendre dans le jeu. C'est là que vous êtes sur le point de vous faire jouer un tour. Parce que les bonnes idées sont justement utilisées par l'astral pour nous jouer des tours, pour que nous en arrivions éventuellement à avoir un mental créatif qui n'a plus besoin de bonnes idées, mais qui n'a simplement qu'à créer des idées. Donc, une idée qui est générée par le mental supérieur de l'homme, par son esprit, une telle idée n'a pas besoin d'être bonne. Elle est automatiquement créative, donc elle englobe tout. Elle est englobante. Lorsque l'homme est inconscient et qu'il a de bonnes idées, il essaie de les mettre en action. Il essaie de les rendre. Si elles fonctionnent, tant mieux. Si elles ne fonctionnent pas, tant pis. Mais lorsque l'homme est conscient et qu'il connaît les lois de la vie, ou un peu plus les lois de la vie, qu'il connaît le jeu de l'astral en lui, qu'il connaît la relation entre l'astral, les plans supérieurs de son intelligence et son ego, il devient temps, il est grand temps pour lui de comprendre la nature, la fonction et le travail que font les bonnes idées sur lui dans sa vie. Sinon, il risque de perdre beaucoup, il risque de perdre beaucoup d'énergie, il risque de perdre beaucoup d'argent, il risque de perdre beaucoup de temps, il risque de souffrir beaucoup à cause de ces bonnes idées. Nous sommes très naïfs, les hommes. Nous avons l'impression que parce que nous avons de bonnes idées, parce que nous sommes conscients, parce que nous sommes des êtres qui connaissons ou qui comprenons un peu plus de la vie que les autres hommes, nous avons l'impression que nos idées qui nous viennent de l'intérieur sont nécessairement bonnes. C'est peut-être un mirage très très parfait. Un mirage qui nous amène éventuellement à réaliser que nous ne sommes pas aussi créatifs que nous pensons, que nous ne pouvons pas être aussi créatifs que nous le croyons, et que la créativité fait partie de la descente de l'esprit à travers l'astral et à travers l'ego, et que ça prend un certain temps. Autrement dit, avant que l'homme en arrive à avoir un discernement parfait, avant que l'homme puisse se servir de l'énergie de son esprit pour utiliser la force de motivation de son corps astral, il lui faut un certain temps, il lui faudra un certain temps, il lui faudra certaines peines, certaines souffrances. Donc j'essaie d'expliquer le travail que fait contre l'homme les bonnes idées afin d'empêcher l'homme de souffrir pour rien, afin d'empêcher l'homme de perdre énormément d'énergie, autant de l'énergie émotionnelle et mentale que de l'énergie physique, c'est-à-dire de la matière, de l'argent, et ainsi de suite. Les bonnes idées sont de la matière apportée vers l'homme pour l'amener éventuellement à être créatif dans un certain domaine. Mais après expiation,
après réorganisation de son matériel mental, de son matériel émotionnel. L'homme conscient devient tellement sensible avec le temps qu'il ne peut plus se permettre de souffrir de ses bonnes idées. Donc, il doit prendre conscience de la mécanique des bonnes idées, de la nature des bonnes idées, du pourquoi des bonnes idées, et s'apercevoir sur le champ que lorsqu'il a une bonne idée, il doit s'arrêter, la regarder, l'épeler comme on épelle un fruit, et automatiquement apprendre avec le temps à s'en désengager s'il le faut pour en avoir une autre et recommencer le même processus jusqu'au moment où il épuise complètement les possibilités de la bonne idée et il se voit à un certain moment clair dans son mental. Il se sent lucide dans sa parole, il se sent lucide dans son explication et il s'aperçoit à ce moment-là que tout s'ouvre vers lui. Les événements sont là, les conditions sont là, l'idée peut facilement être canalisée et être rendue dans l'expérience. Mais si une bonne idée ne peut pas être facilement rendue dans l'expérience, il faut faire attention. C'est parce que ce n'est pas le temps. Il y a des conditions. Et si l'homme force ces conditions, parce que soit qu'il a de l'argent, ou soit qu'il a certaines conditions qui puissent concrétiser cette bonne idée, il verra qu'éventuellement il pourra perdre. Parce que les lois de l'idée sont des lois de l'astral. Les lois sont fournies, les bonnes idées sont fournies à l'homme à partir de l'astral. Il y a des êtres dans l'astral qui s'occupent incessamment de créer pour l'homme des bonnes idées. Et ce sont des idées qui sont utilisées pour le développement psychologique, émotionnel et mental de l'homme. Ce ne sont pas des idées qui servent à l'homme intégralement, ce ne sont pas des idées qui servent de canal à l'énergie de l'homme. Et une idée, une bonne idée, une idée réelle doit servir à la canalisation chez l'homme de son énergie. Si elle ne sert pas à la canalisation de son énergie, elle sert à son expérience. Et si elle sert à son expérience, elle n'est pas bonne, même si elle est bonne. Ceci est très subtil, parce que nous ne sommes pas habitués à contrôler les forces de vie en nous. Nous sommes habitués depuis des siècles, depuis des millénaires, voire, à être contrôlés par les forces de vie en nous. Et pour que l'homme en arrive à contrôler les forces de vie en lui, il faut qu'il en arrive à contrôler les idées, les bonnes idées, afin de se servir de l'énergie en lui pour propulser dans sa vie le matériel créatif de sa conscience supérieure à travers les idées qui automatiquement deviennent créatives. Mais si nous attendons qu'une idée soit bonne, si nous attendons qu'une idée soit à notre mesure pour la manifester dans le monde, nous pouvons attendre très longtemps. Parce qu'une idée ne sera jamais suffisamment bonne, suffisamment à la hauteur de notre énergie créative. Elle pourra être à la hauteur de notre émotivité, de notre mentalité, de notre personnalité, mais elle ne sera pas à la hauteur de notre personne. Et quand une idée n'est pas à la hauteur de la personne de l'homme, éventuellement, il se fatigue de cette idée. Et c'est pourquoi des hommes dans le monde, des gens dans le monde, l'homme en général, se fatigue éventuellement des bonnes idées qu'il a eues il y a quelques années passées. Pourquoi? Parce qu'une bonne idée n'est pas supportée par le mental supérieur, elle est supportée par l'énergie astrale. Et éventuellement, l'énergie astrale, une fois qu'il a été utilisée, ne sert plus. Il n'y a plus dans cette énergie suffisante vitalité pour que la bonne idée, ou l'idée qui auparavant avait été utilisée, ou l'idée qui avait été propulsée par cette énergie, soit utilisable indéfiniment ou transformable indéfiniment. Le problème avec une bonne idée qui est perçue inconsciemment, c'est que éventuellement cette bonne idée sera mise de côté, comme un vêtement qu'on ne n'aime plus. Mais l'homme ne doit pas perdre, l'homme ne doit pas toujours laisser derrière lui ce qu'il a construit. Donc l'homme un jour doit travailler à construire sa vie à partir d'une énergie qui est créative, qui d'elle-même peut créer quelque chose et se fondre avec une idée, c'est-à-dire se fondre avec l'organisation psychologique mentale inférieure de l'homme, mais qui doit la supporter, qui doit lui donner le pouvoir d'expression, qui doit lui donner la vitalité. Si vous n'avez pas de vitalité, autrement dit, si vous ne voulez pas profondément en vous-même quelque chose,
vous ne pourrez jamais avoir de bonnes idées, c'est-à-dire vous ne pourrez jamais avoir des idées qui sont simplement ou essentiellement créatives et qui, de par le fait même, sont bonnes parce qu'elles sont exclusives de tout ce qui est astral ou polarisé ou négatif dans votre vie. Une idée qui est créative, une idée qui naît de votre esprit, ne peut pas mourir, parce qu'elle est maintenue par votre vie, elle est maintenue par votre esprit, elle est maintenue par votre vitalité. Mais une idée qui est le produit de votre corps de désir, qui est le produit de votre vitalité, qui est le produit de votre personnalité, qui est le produit de votre infériorité, qui est le produit de votre insécurité psychologique, cette idée-là n'est qu'une idée temporaire qui sert petit à petit à vous agacer, qui sert petit à petit à vous faire avancer ou à sembler vous faire avancer, parce que beaucoup de bonnes idées sont là simplement pour vous donner l'impression que vous avancez, lorsqu'en fait vous n'avancez pas, parce que l'homme ne peut pas avancer s'il n'a pas en lui la force, l'énergie créative qui réellement crée l'avancement, parce qu'elle naît du dépassement de soi-même. Donc, une bonne idée, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Une bonne idée, c'est bon pour un homme inconscient. C'est bon pour un homme inconscient qui a suffisamment d'éléments autour de lui, de finances ou de support matériel pour la lancer pendant un certain nombre d'années. Ce n'est pas suffisant pour un homme conscient. Un homme conscient a besoin d'une idée créative. Il a besoin d'une idée qui est viscérale. Il a besoin d'une idée qui fait partie de sa vie. Il a besoin d'une idée qui est collée à son estomac. Il a besoin d'une idée qui est intégralement liée à son mental, à sa volonté et à son intelligence. Donc, une idée créative est essentiellement la participation de l'esprit à la matière. Une idée créative est essentiellement une relation entre l'intérêt vital et la vie de l'homme. L'intérêt vital ne peut pas être exclu d'une bonne idée. S'il n'y a pas d'intérêt vital dans une bonne idée, vous avez simplement un vêtement, mais vous n'avez pas l'homme pour l'habiter. Et si vous n'avez pas l'homme pour l'habiter, cette idée-là, un jour, lorsque le vêtement sera froissé, ne pourra tenir par elle-même. D'ailleurs, c'est impossible qu'un homme dans la vie ait plusieurs bonnes idées. C'est-à-dire que c'est impossible qu'un homme dans la vie ait plusieurs idées créatives générées par son esprit. Parce que l'esprit qui génère une idée ou un mouvement qui devient de l'idée le fait sur une très longue période de temps. Il le fait d'une façon non décousue. Il y imprime de la continuité. Donc, dans la vie d'un homme, il ne peut pas y avoir plusieurs bonnes idées, dans le sens d'idées créatives. Il y en a une qui, comme un arbre, produit plusieurs fruits, mais il ne peut pas avoir dans cet homme plusieurs bonnes idées qui sont enracinées dans la terre de l'esprit. Parce que l'homme se viderait, l'homme se fatiguerait, l'homme s'épuiserait, parce que dans une idée qui est générative de vitalité, dans une idée qui est le produit de l'esprit, il y a beaucoup trop de force pour qu'un homme seul puisse en générer des centaines. Non, un homme conscient, un homme créatif, un homme qui est dans son esprit peut générer quelques grandes idées, quelques bonnes idées qui sont créatives en elles-mêmes. Je n'aime pas le mot bon à une idée, je n'aime pas le mot bonne à une idée. On ne devrait jamais dire qu'une idée est bonne ou mauvaise. Je dis qu'un homme créatif dans son esprit, dans sa conscience, qui génère de l'idée, c'est-à-dire de la matière mentale supérieure, qui peut prendre une forme éventuellement, un tel homme ne peut pas générer beaucoup d'idées dans sa vie. Il générera un filon d'or, et de ce filon d'or, il pourra éventuellement naître d'autres aspects qui deviendront pour le reste des hommes, pour l'humanité ambiante, des résidus, des effets secondaires. Et de ces effets secondaires, l'homme, l'humanité ambiante grandira parce qu'une idée créative qui est générée par un homme conscient a beaucoup de puissance, beaucoup de temporalité et beaucoup de continuité. Mais nous, les hommes, qui nous conscientisons, ceux qui deviennent de plus en plus sensibles à leur conscience intérieure, ceux qui deviennent de plus en plus sensibles à l'intelligence en eux, ceux qui peuvent de plus en plus facilement communiquer avec cette intelligence, nous devons faire attention aux lois de l'astral, nous devons faire attention aux bonnes idées parce que nous devons réaliser que les bonnes idées naissent dans l'esprit de l'homme à partir du plan de l'esprit de l'astral.
Donc, il y a dans l'homme deux plans d'esprit. Il y a dans l'homme le plan d'esprit de sa conscience mentale supérieure, il y a dans l'homme le plan d'esprit de sa conscience astrale, et avant que l'homme en arrive à déchirer le voile, à déchirer complètement le voile de la conscience astrale, pour en arriver à ne sentir, à ne percevoir que le plan d'esprit de sa conscience supérieure, il y aura beaucoup d'astralité en lui, il y aura beaucoup de va-et-vient entre lui et l'astral, et il ne pourra pas facilement voir, discerner entre une bonne idée et une idée qui est générée par son esprit. Et c'est là qu'il se fera prendre. Il ne faut pas oublier que nous sommes des hommes nouveaux. Qu'est-ce que ça veut dire être un homme nouveau? Ça veut dire être un homme qui ne pense pas, qui ne fonctionne pas psychologiquement comme les hommes anciens. Donc, la sixième race, ne fonctionnant pas comme la cinquième race racine, automatiquement est obligée de voir les trappes, les attitudes, les mécanismes psychologiques de l'ancienne race racine qui encore sont imprimés dans son esprit, dans ses attitudes, dans son cerveau, dans son comportement humain. Donc, la nouvelle race racine doit, pendant un certain nombre d'années, veiller à ne pas tomber dans le piège des bonnes idées qui ont, dans le passé, galvanisé, donné à la race racine, la cinquième race racine, son état d'âme. Parce que l'homme de la sixième race racine ne fonctionne plus au niveau de l'état d'âme, il fonctionne au niveau de l'état d'esprit. Et grande est la différence entre l'état d'âme et l'état d'esprit. L'état d'âme est une attitude psychologique de l'ego vis-à-vis de la mémoire, empruntée à l'astral, qui fait partie de la conscience de l'homme, tandis que l'état d'esprit est une condition préférentielle du lien entre l'ego et son énergie originale, permettant à l'homme, à l'ego, de participer sur le plan matériel à une énergie qui n'est pas conditionnée par les mémoires, qui n'est pas conditionnée par l'âme, qui n'est pas conditionnée par les défauts de la psychologie, qui n'est pas susceptible d'être contrariée, diminuée par l'insécurité de l'ego. Donc, la bonne idée pour l'homme conscient est quelque chose qu'il doit veiller de plus en plus à corriger, qu'il doit surveiller de plus en plus afin de ne pas tomber dans le panneau et être matraqué. Ceci ne veut pas dire qu'une bonne idée aujourd'hui ne sera pas demain remplie. Ceci veut dire que peut-être la bonne idée aujourd'hui n'est pas suffisamment bonne pour être utilisée. Peut-être que la bonne idée aujourd'hui n'est qu'un esquisse d'une activité créative demain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Donc l'ego doit être totalement détaché de la bonne idée. S'il a une bonne idée, c'est qu'il y a quelque chose en lui qui veut lui dire quelque chose. Mais si lui se prend au sérieux avec sa bonne idée, c'est là qu'il fera le faux pas. Donc l'ego, lorsqu'il reçoit une bonne idée, il doit la regarder, il doit la parler, il doit la regarder de tous les côtés et ne pas être impliqué subjectivement avec elle. Et s'il apprend à ne pas être impliqué subjectivement avec elle, il pourra la faire, la défaire, la former, la transformer, la déformer, et éventuellement elle deviendra autre chose. Et ce qu'elle deviendra éventuellement dans le temps sera la manifestation de son esprit à travers lui. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il verra que la bonne idée qu'il avait eue auparavant n'était qu'une esquisse, que ce n'était qu'une forme. Une forme qui aurait pu lui coûter cher si elle avait été exécutée avant le temps, et une forme qui aujourd'hui n'est plus une forme, mais simplement un mouvement d'énergie de sa conscience créative vers le matériel. À partir de ce moment-là, la bonne idée, dans le passé, est devenue une idée créative et elle engendre automatiquement sa multitude de fruits parce qu'elle naît d'une conscience, d'un esprit qui en lui-même est infini et qui se sert de cette idée créative pour générer d'autres mouvements dans la vie de l'homme au fur et à mesure qu'il avance dans le temps et qu'il est capable d'utiliser son énergie créative pour rendre ce mouvement original encore plus créatif, ainsi de suite. Donc, l'être conscient, surtout l'être conscient spirituel, surtout l'être conscient qui souffre de créativité, surtout l'être conscient qui veut faire quelque chose dans la vie, surtout celui qui veut être indépendant, autonome, qui veut ne pas être sujet trop longtemps au système. C'est cet être-là qui doit faire attention, surtout s'il a un peu d'argent, surtout s'il a quelques amis pour l'aider, ainsi de suite. Parce que
nous ne réalisons pas jusqu'à quel point l'esprit doit filtrer l'astral, doit réduire la possibilité de l'effet de l'astral sur lui dans notre vie. Et c'est là que ces bonnes idées, en apparence, sont utilisées contre nous, mais pour nous à la fois. Et qui en est la victime? C'est l'homme, c'est nous, c'est l'individu. Pour quelles raisons? Pour des raisons qui souvent sont occultes, c'est-à-dire voilées, pour des raisons que nous ne réalisons que quelques années plus tard, mais que nous aurions pu réaliser auparavant si nous avions été suffisamment sages, suffisamment intelligents, suffisamment imprégnés de discernement. L'homme qui se conscientise et qui a pris conscience de son intelligence intérieure croit facilement que les idées qui lui viennent de l'intérieur sont de bonnes idées. Parce que déjà, il est un être spirituel, déjà, il est un être qui est en confiance avec son intérieur. Et pourtant, rien n'est de plus faux. Rien n'est de plus faux. L'homme inconscient, lui, qui n'est pas conscient de son intérieur, possède des mécanismes psychologiques qui feront en sorte que il fera attention à ses bonnes idées, il les mesurera, il ira voir le comptable, il parlera avec ses amis qui ont de l'expérience, ainsi de suite. Tandis que l'homme conscient, lui, l'homme spirituel, il ne va pas voir le comptable, il ne va pas voir les amis qui ont de l'expérience. Il communique avec son intelligence intérieure, c'est-à-dire qu'il communique avec des niveaux de conscience qui sont encore astralisés, et il croit que parce qu'il communique avec ces niveaux de conscience, il est plus protégé de ses bonnes idées que l'être inconscient. C'est absolument faux. Beaucoup d'êtres conscients, beaucoup d'êtres qui sont conscientisés, qui se conscientisent, souffrent et s'aperçoivent que leurs bonnes idées sont effectivement des mirages, sont effectivement des trappes, et il est surpris que le bonhomme près de chez lui, son voisin qui est inconscient, ne tombe pas dans les mêmes pièges. C'est normal. L'autre est protégé par son ego, l'autre est protégé par ses mécanismes psychologiques, tandis que lui n'a plus aucune protection. Il a tout foutu en l'air. Il a foutu en l'air pour la sainte spiritualité, il a foutu en l'air pour la grande conscience cosmique, qui en fait n'est qu'un barrage de mots pour l'empêcher de réaliser qu'éventuellement, il devra faire attention aux bonnes idées, un peu et peut-être plus que le bonhomme inconscient, parce que lui-même est plus susceptible d'en recevoir, parce que lui-même est déjà peut-être plus sensible à son intelligence intérieure, donc en potentiel plus créatif. Mais en potentiel plus créatif veut dire qu'il est prêt à être créatif. Il y a un temps, il y a un certain temps pour qu'il devienne créatif. Donc, en attendant, il faut qu'il fasse attention à ses bonnes idées, sinon il se mettra l'oie dans l'œil et automatiquement il sera obligé de débourser de sa poche des pièces de monnaie qu'il aurait pu autrement garder pour l'actualisation plus tard d'autres bonnes idées, mais d'autres bonnes idées fondées sur la créativité de son mental. Nous sommes tellement naïfs, les hommes conscients, nous sommes tellement naïfs que nous n'avons pas même la mesure. Nous croyons tellement parce que nous sommes conscients, parce que nous savons certaines choses, parce que certains voiles nous ont été enlevés. Nous croyons que nous avons accès à tout. Nous croyons que nous avons mainmise sur tout. Nous croyons que nous sommes capables de tout. Nous sommes capables de tout, nous avons mainmise sur tout, nous avons accès à tout, mais dans le temps, lorsque l'esprit aura filtré l'astral, lorsque l'esprit n'aura plus d'obstacles au niveau de notre ego à cause de notre conscience astrale. Mais, in the meantime, nous devons vivre des expériences. Nous devons être assujettis à des expériences afin que ce travail se fasse. Et l'outil le meilleur pour nous et contre nous, c'est quoi? C'est le fait que nous recevions de bonnes idées qui nous permettent d'être autonomes, qui nous permettent de ne pas avoir à travailler pour quelqu'un d'autre, qui nous permettent d'être suffisamment créatifs pour nous sentir bien dans la peau, ainsi de suite. Et c'est là
que nous devons faire attention. Parce qu'il y a un temps. L'esprit agit dans un certain temps. L'ego agit dans un autre temps. Et tant que les temps de l'ego et le temps de l'esprit ne sont pas un, il est évident que nous sommes sujets à être trompés. Nous sommes sujets à croire que nos bonnes idées sont bonnes lorsqu'en fait elles sont mauvaises. Mais, naturellement, tout sert. Tout sert. Effectivement, tout sert. Il y a des gens qui viennent me voir avec de bonnes idées. Et ils me demandent, M. Bernard, est-ce que c'est une bonne idée? Je dis, c'est une idée intéressante. Parce qu'une bonne idée, c'est une idée intéressante. Mais je ne peux pas leur dire que dans 2 semaines, 2 mois, 2 ans, cette bonne idée leur aura éclaté à la figure. Parce qu'ils ne feront pas le mouvement de la bonne idée. Donc, automatiquement, ils ne vivront pas l'éclatement à la figure. Donc, ils ne comprendront rien. Donc, moi, je suis prisonnier, si vous voulez, ou pris, pas prisonnier, mais pris entre l'écorce et l'arbre. Je ne peux pas dire au bonhomme que son idée, qui est intéressante, n'est pas bonne, même si elle semble être bonne. Et d'un autre côté, je voudrais lui dire de foutre tout en l'air. Alors, ma situation est difficile. Je ne dois pas agir pour vous comme interprète des événements. Mais je peux vous dire, par exemple, comment fonctionne le mécanisme des bonnes idées. Et c'est ce que je fais. Si vous avez moindrement de l'argent, faites attention, parce que si vous avez de l'argent, automatiquement, il sera plus facile pour vous d'avoir de bonnes idées. Un type qui n'a pas d'argent ne peut pas facilement avoir de bonnes idées, parce qu'il y a une relation entre l'argent et les bonnes idées, puisque ces bonnes idées doivent être concrétisées dans le matériel. Donc, ceux qui ont un peu d'argent, faites attention. Assoyez-vous dessus. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de regarder. Prenez le temps de parler avant d'investir, avant de mettre votre argent dans quelque chose qui semble être une bonne idée, parce que, très probablement, vous pourrez le perdre. Et ceux qui n'ont pas d'argent, eux, et qui n'ont pas de bonnes idées, mais attendez, si vous vous conscientisez, si le temps passe, si vous comprenez, s'il y a un déblocage en vous d'énergie, effectivement, éventuellement, il y aura de bonnes idées, et les bonnes idées coïncideront avec des venues d'argent, des rentrées d'argent, il y aura quelque chose dans la vie qui se passera, votre belle-mère vous laissera quelque chose dans son héritage, et à partir de ce moment-là, vous aurez de l'argent qui coïncidera avec vos bonnes idées. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas penser que parce que nous n'avons pas de bonnes idées maintenant, que nous n'en aurons jamais. Effectivement, dans le temps, vous aurez des bonnes idées, mais ce n'est pas le temps puisque votre belle-mère n'est pas encore morte, donc attendez qu'elle meure. Ceci ne veut pas dire de vous asseoir sur les fesses. Faites quelque chose, travaillez, fonctionnez. Mais au moins, ceux qui sont pauvres ne risquent pas de perdre, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Mais ce sont ceux qui ont quelque chose, ce sont ceux qui sont plus en moyen, qui risquent de perdre. Et même le pauvre peut perdre son travail, il peut perdre son emploi. Parce qu'il a une bonne idée. Peut-être qu'il a la bonne idée de changer de job. Peut-être qu'il a la bonne idée d'aller travailler pour quelqu'un qui est conscient. Faites attention, parce que si vous allez travailler pour quelqu'un qui est conscient, vous risquez de vous mettre sous une loi vibratoire particulière. Parce que lui n'est pas stabilisé, il n'a pas les mécanismes encore, et peut-être qu'il est rempli de bonnes idées. Donc, si vous allez rencontrer ou travailler pour quelqu'un qui est conscient, faites attention. À moins de savoir qu'il est réellement solide. Sinon, vous risquez de perdre. Autrement dit, il faut faire attention à 360 degrés. Et il ne faut pas prendre rien pour acquis. Il ne faut pas croire qu'une bonne idée, telle qu'elle nous vient, est nécessairement bonne à la longue ou à long terme. Nous devons faire attention. Nous devons faire toujours attention. L'homme conscient doit faire plus attention que l'homme inconscient parce qu'il est régi par d'autres lois. Il est régi par des lois de transformation. Il est surveillé incessamment, seconde par seconde, par son doute, par son esprit, afin de pouvoir transmuter son émotion, transmuter son mental. Donc, dans un sens, l'être qui se conscientise est beaucoup plus vulnérable à la vie que l'être inconscient. Beaucoup plus vulnérable. Il est vulnérable dans un autre sens. Il est vulnérable dans l'instantané. Il est vulnérable dans ce sens que la vie fera tout ce qu'elle peut. Non pas contre lui, mais pour l'amener à un niveau d'évolution supérieur.
C'est pourquoi il est très important pour l'homme qui se conscientise de comprendre le mécanisme des bonnes idées, comprendre le jeu des bonnes idées, comprendre combien l'astral est puissant dans l'homme, comprendre jusqu'à quel point l'idée doit servir à filtrer cet astral, à désengager subjectivement l'ego de son esprit, afin de permettre éventuellement à l'esprit de facilement passer à travers lui pour sa manifestation dans le monde, ce que nous appelons la créativité de l'homme. Donc, toutes les idées, les bonnes idées, ne sont pas bonnes parce qu'elles ne sont pas régies par l'intelligence pure. Elles sont régies, d'une part, par l'imagination, elles sont régies, d'une part, par des pensées astralisées, elles sont fondées, en quelque sorte, sur une certaine émotivité de l'ego, et elles sont fondées, dans un autre temps, sur l'insécurité de l'ego. Donc, il y a une myriade d'éléments qui constituent les aspects motivationnels de la bonne idée. Il y a une myriade d'éléments qui font en sorte qu'une bonne idée apparaît être bonne à l'ego pour des raisons telles que celles que je viens de nommer. Et c'est là que l'homme qui se conscientise doit faire attention. Parce que tant qu'il n'est pas dans son esprit, tant qu'il n'a pas conscience pure, tant qu'il n'a pas conscience créative, tant qu'il n'est pas capable vibratoirement de voir et de sentir à travers la forme que suscite l'idée, il peut facilement être piégé par cette idée. Donc, il peut facilement perdre au lieu de gagner. Il ne faut, et ceci est une loi fondamentale de la conscience de l'homme, que l'homme découvrira, réalisera dans son expérience. Il ne faut jamais se faire dicter intérieurement quoi faire dans la vie. Un homme qui se fait dicter quoi faire dans la vie perd automatiquement le contrôle sur sa destinée. Ceci est fondamental. Si vous avez de bonnes idées et que vous vous faites dicter supramentalement, paranormalement, quoi faire dans la vie, je vous assure que ces idées, éventuellement, retourneront contre vous et vous serez obligé de rebrousser chemin. L'homme ne peut pas se permettre de se faire dicter quoi que ce soit à partir de l'intérieur. C'est une illusion psychologique de l'ego qui a besoin d'être rassurée afin de faire quelque chose. Et cette illusion est très profonde et constitue probablement un des pièges les plus prenants de la conscience supramentale, de toute conscience télépathique, de toute conscience paranormale, de toute conscience occulte. Donc, si vous avez de bonnes idées, faites attention si elles sont dictées de l'intérieur. Si vous avez un mouvement créatif à faire dans la vie, vous le ferez en parlant, vous le réaliserez en parlant, vous le reconnaîtrez en parlant. Mais si vous vous assujettissez à être conditionné, supporté de l'intérieur, vous verrez que dans le temps, il se produira en vous une faille. Dans le temps, vous verrez que l'intérieur vous aura acculé à une condition qui, pour vous, sera une perte. Parce que l'intérieur de l'homme est une condition de son esprit et de son astral ensemble. Donc, lorsque nous parlons de l'intérieur de l'homme, nous parlons de son esprit et de son astral. Autrement dit, dans l'intérieur de l'homme, il y a à la fois l'aspect supramental et l'aspect du mental inférieur. Et les deux doivent être totalement neutralisés, c'est-à-dire que dans la vie créative de l'homme, l'expression dans sa vie de l'intérieur doit se faire à travers son action, à travers sa parole, et elle ne doit pas se faire par réflexion. Autrement dit, elle ne doit pas être basée sur le rapport entre lui-même et l'intérieur. Parce que la fonction de l'intérieur, c'est de pénétrer dans l'homme, de devenir plus présent dans l'homme. Ce n'est pas d'instruire l'homme, ce n'est pas de lui donner de l'assurance, ce n'est pas de lui donner du support, puisqu'il y a un lien entre l'intérieur et l'homme.
Donc l'homme doit apprendre avec le temps à ne se fier qu'à lui-même, c'est-à-dire à pouvoir exécuter dans sa vie, par la parole ou par l'action, l'énergie qui est en lui intérieure. Mais s'il se fie à l'intérieur, s'il est obligé d'aller vers l'intérieur, demander conseil à l'intérieur, il verra que quelque part dans le temps, il y aura entre lui et l'intérieur une rupture, parce que quelque part dans le temps, son ego sera frustré par l'intérieur. L'intérieur osera enlever à l'ego ces petites choses que l'ego espérait pouvoir retenir de lui, et cette petite chose, je l'appelle la confiance totale. Donc, la confiance de l'homme, elle doit être dans son action, elle doit être dans sa parole. Elle ne doit pas être basée sur le rapport entre lui et l'intérieur. À partir de ce moment-là, l'homme peut se sécuriser. Il peut se sécuriser contre la vie, parce qu'il a appris les lois de la vie, et contrairement à l'homme inconscient, n'est plus régi par les lois planétaires. Donc, à partir de ce moment-là, il n'est plus régi non plus par les lois cosmiques. Donc, l'homme inconscient est régi par les lois planétaires, il a ses mécanismes qui le protègent au niveau de la personnalité. L'homme conscient n'est plus ou est de moins en moins régi par les lois planétaires, donc il est de plus en plus régi par les lois cosmiques, et il doit se protéger intérieurement. Et l'homme conscient supramental, l'homme qui est très avancé en conscience, comprend ces deux aspects de l'homme, et inévitablement, un jour, peut créer, par la parole et par l'action, des conditions de vie qui lui sied bien, qui lui font bien, qui lui donnent de l'avenir, qui lui donnent une assurance réelle, qui lui donnent un fondement réel dans la vie. Et à partir de cet état d'esprit, il n'a plus à converser avec l'intérieur, il n'a plus à demander conseil à l'intérieur, il est lui-même conseillé et il est lui-même le créateur de sa condition. Donc, les idées servent à amener l'homme à dépasser l'attitude psychologique qu'il a naturellement envers elle, pour l'amener petit à petit à avoir une relation directe et parfaite avec son énergie créative. Les idées pour l'homme sont des coussins psychologiques. Elles sont des mesures de son intelligence réflexive. Elles sont des mesures de sa stabilité émotionnelle. Elles ne sont pas de la créativité pure. Elles servent toujours à consoler la personnalité. Et dès qu'une idée sert à consoler la personnalité, à la réconforter, à lui donner un certain appui, cette idée n'est pas réelle. Elle n'est pas réelle, c'est-à-dire que son énergie n'est pas pure, il est astralisé. Et c'est cette énergie astralisée qui doit être perçue par l'homme. C'est cette énergie que l'homme doit regarder et bien comprendre et bien sentir, s'il ne veut pas, avec le temps, voir que cette idée n'était simplement qu'une manifestation de l'astral en lui, pour qu'il prenne conscience, pour qu'il réalise qu'il n'était pas encore parfaitement dans son esprit. Mais en ce qui concerne les bonnes idées qui ne sont pas bonnes, comment savoir que nous avançons sur un sol en étant 100% sûr que le sol ne s'effondrera pas sous nos pieds? Très simple. Ne jamais prendre de chance. Ne jamais prendre de chance veut dire ne jamais prendre de chance. Ceci veut dire ne jamais fonder notre bonne idée sur l'expectation ultime d'un développement, d'un événement quelconque dans l'avenir. Si nous croyons que dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 6 mois, il y aura quelque chose, il y aura un événement quelconque qui viendra vers nous et qui nous assurera de la fécondité de notre bonne idée, nous nous mettons automatiquement sous la loi astrologique. Nous nous mettons automatiquement sous la loi des planètes, sous l'influence des planètes. Et nous risquons de perdre quelque chose. L'homme qui a une idée créative génère à l'intérieur même de son mental toutes les conditions, et quand je dis qu'il génère, je veux dire qu'il les voit, elles sont déjà là. Il génère toutes les conditions qui, ultimement, serviront à la manifestation, dans l'expérience, de cette énergie créative. Tandis que l'homme qui
utilise, qui forme, qui formule, qui jongle avec une bonne idée, essaiera de voir, regardera, pensera à différentes possibilités de sa bonne idée et il osera se plonger dans un certain futur, dans un certain devenir, dans un certain avenir pour sécuriser sa bonne idée. Et c'est là que l'homme fait l'erreur. Autrement dit, si vous voulez acheter quelque chose, si vous voulez faire quelque chose, assurez-vous que déjà, dans le temps de votre esprit, cette chose est déjà là. Mais si la chose n'est pas là dans le temps de votre esprit, c'est-à-dire que si la chose n'est pas là du résultat de votre propre effort, et que cette chose n'est là qu'en fonction des événements que vous osez espérer qui viendront vers vous éventuellement, vous devez faire attention. Parce que les lois des bonnes idées sont des lois astrales. Donc, ce sont des lois qui sont fondées sur le régime des possibilités. Et le régime des possibilités est un régime qui est contrôlé par l'astral et contre lequel vous n'avez aucun pouvoir. Le seul pouvoir qui est dans l'homme, c'est le pouvoir de la lucidité de son intelligence. C'est le pouvoir de sa volonté. Et c'est l'organisation systématique puissante de cette volonté avec cette intelligence contre tout ce qui est probable, possible, astralement parlant. Donc, un homme qui génère une idée, un homme qui génère un mouvement, un homme qui génère créativement quelque chose dans le temps est obligé de savoir que dans le temps, ce qu'il a généré doit se concrétiser et qu'il ne peut pas y avoir de faille contre ceci. Donc, il doit être dans l'esprit de ce qu'il génère et non pas dans l'idée de la forme de ce qu'il veut créativement établir sur le plan matériel. Donc, un homme qui est conscient, un homme qui comprend ses lois, ne peut pas être souffrant des bonnes idées, donc automatiquement, il n'est jamais rempli de bonnes idées, il n'est rempli que d'idées créatives, il n'est rempli, autrement dit, que d'énergie qui suffit à passer à travers lui, qui suffit de passer à travers sa conscience inférieure pour manifestement, automatiquement, créer ce que nous appelons une idée générative, une idée qui est vitale, une idée qui est intelligente. Je veux faire comprendre la différence entre une bonne idée et une idée intelligente. Une bonne idée n'est pas nécessairement une idée intelligente. Une idée intelligente est une idée qui est créée par l'esprit, qui est sous le contrôle de la volonté de l'intelligence de l'homme. Tandis qu'une bonne idée est une idée qui est convoitée astralement par l'homme. C'est une idée qui fait plaisir astralement à l'homme. C'est une idée qui fait plaisir à son corps de désir. C'est une idée qui fait plaisir à ses émotions. C'est une idée qui fait plaisir à son tempérament mental, qui le sécurise. Tandis qu'une idée qui est générée par l'esprit est simplement intelligente. Elle n'a pas besoin d'être bonne. Donc, si vous avez des bonnes idées, assurez-vous qu'elles soient intelligentes. Et vous verrez, probablement, si vous êtes suffisamment lucide, qu'une idée intelligente n'est pas nécessairement bonne. C'est-à-dire qu'une idée intelligente, elle est fondée sur un principe d'action créative, volontaire et intelligent émanant de l'esprit. Elle n'est pas fondée sur la réciprocité entre elle-même et les événements de l'extérieur. Donc, à première vue, elle n'apparaîtra pas intelligente. Si vous parlez de cette idée avec quelqu'un qui n'est pas dans son intelligence, il dira « Ah, cette idée, elle est intéressante peut-être, mais elle n'est pas intelligente parce que comment savez-vous que dans tant de temps, vous pourrez faire ce que vous voulez faire ?» Donc, cette personne-là ne comprendra pas la relation entre votre volonté et votre intelligence. Je vais continuer de l'autre côté de la cassette sur le même sujet que je considère important parce que il fait partie de la vie de tous les jours. Donc, il y a une différence fondamentale entre l'intelligence créative d'une idée et l'apparente intelligence de cette idée. Dans le cas où l'idée est intelligente, c'est-à-dire dans le cas où elle naît de l'esprit, l'ego n'est pas impliqué. C'est-à-dire qu'il n'est pas impliqué subjectivement. Et souvent, l'intelligence créative de l'esprit n'est pas facilement compréhensible dans sa totalité vis-à-vis une idée. C'est plutôt un mouvement qui semble être intelligent, qui semble avoir du poids, et qui se développe, et se développe, et se développe. L'idée qui
née ou qui est engendrée par l'intelligence de l'esprit est une idée qui sert toujours à l'évolution de l'homme, qui sert à l'agrandissement de l'homme, qui sert à l'approfondissement du rapport entre l'ego et l'esprit. Ce n'est pas simplement quelque chose de superficiel, ce n'est pas simplement quelque chose pour l'ego, c'est quelque chose de total, c'est quelque chose qui convie totalement l'homme à la table de l'expérience. Donc, l'intelligence derrière une idée, l'essence d'une idée, l'énergie d'une idée doit venir de l'esprit. C'est pourquoi une personne inconsciente ou une personne qui n'est pas habituée à la relation entre l'énergie de l'esprit et l'ego ne peut pas facilement voir, discerner l'intelligence derrière un mouvement, parce que pour elle, elle cherchera à analyser l'idée, à analyser la relation entre le comportement de l'ego et cette idée, et il ne pourra pas voir de relation, ne pourra pas voir d'ordre, ne pourra pas voir ce petit quelque chose qui fait partie du jeu de l'esprit, du mouvement de l'esprit à travers l'ego. Donc, l'idée intelligente et créative de l'esprit ne sera pas perçue par une telle personne. Si nous mettons en garde l'homme contre les bonnes idées, ce n'est pas pour dire que les bonnes idées ne sont pas bonnes, évidemment. C'est pour faire comprendre à l'homme qui se conscientise, à l'homme qui se rend de plus en plus susceptible à l'énergie en lui, d'éviter les pièges, d'éviter les faux pas, parce qu'il est encore habitué à fonctionner en termes psychologiques. L'énergie créative de l'esprit n'est pas une énergie psychologique, c'est une énergie simplement créative qui se manifeste à travers l'ego et qui devient ensuite psychologiquement adaptée pour le bénéfice de son comportement humain. Mais pour l'homme qui n'est pas habitué, qui se conscientise, qui est en voie d'évolution et qui commence à vivre des étapes de conscience très différentes de celles qu'il a connues auparavant, il est évident que comprendre si une idée est bonne pour lui ou si elle est créative est de majeure importance, parce que s'il n'est pas capable de saisir ceci, s'il n'est pas capable de saisir essentiellement la différence entre l'intelligence créative de l'esprit à travers une forme qu'on appelle l'idée et le mouvement simplement psychologique de l'ego à travers le corps de désir qu'on appelle une bonne idée, il se verra éventuellement pris entre l'écorce et l'arbre. Il se verra dans une situation où s'effondrera complètement son idée. Il se verra dans une situation où son idée n'aura plus de puissance et il perdra quelque chose. L'homme qui se conscientise est testé. Et ce qui est astral en lui est testé jusqu'à ce que ce matériel soit totalement raffiné, totalement clair, limpide. C'est pourquoi les idées sont dangereuses, surtout lorsqu'elles sont bonnes, parce qu'elles tentent l'ego, elles charment l'ego, elles semblent avoir de la prépondérance dans son champ de vision. Et c'est là qu'il doit faire attention. L'ego qui se conscientise n'est pas dans la même situation que l'ego inconscient, comme je disais tout à l'heure. De l'autre côté, l'ego qui se conscientise est beaucoup plus à la merci de l'énergie en lui qu'il ne l'était auparavant. C'est pourquoi il doit faire attention de plus en plus afin de ne pas se faire échauder. Les bonnes idées sont caractéristiques de la façon dont se prend l'astral pour traverser l'homme, pour l'assujettir à une expérience, afin de changer en lui quelque chose. Mais l'homme ne peut pas constamment être affligé ou affecté par l'astral. Il doit apprendre, il doit comprendre, il doit réaliser, il doit devenir lucide. Son esprit doit être limpide. Et ce n'est que l'expérience qui peut donner, qui puisse lui donner ceci. Nous essayons de mettre en garde, nous essayons de donner des points de référence, nous essayons d'allumer des phares pour que l'homme puisse voir, pour que l'homme puisse trébucher moins souvent, mais malheureusement,
certains ne verront pas cette lumière rouge, cet avertissement, et devront trébucher par eux-mêmes, mais au moins, éventuellement, probablement, ils comprendront. Les bonnes idées servent à l'évolution de l'homme. Elles servent à l'évolution de son ego. S'il se conscientise, elles servent à l'évolution de son esprit, au développement d'une constante entre son esprit réel et son ego. Mais l'homme est encore très loin de sentir son esprit. Il est encore très loin de réaliser son esprit. C'est très difficile de définir qu'est-ce que c'est l'esprit. L'esprit, c'est la nature même de l'homme. C'est quelque chose en lui qui est indéfinissable, qui est réalisable, qui est présent, qui n'a pas de limite, mais qui se limite à travers l'ego. C'est ça l'esprit de l'homme. C'est une réalité qui est sensible et qui, pour s'exprimer à travers la forme, à travers l'idée, doit être capable de ne pas être empêché, de ne pas être restreint, de ne pas être magnifié. L'esprit qui s'exprime à travers la forme pour se manifester dans la matière n'a pas besoin de mirage. Mais l'homme est tellement astral, l'homme est tellement égocentrique, l'homme est tellement subjectif, il ne réalise pas jusqu'à quel point son astralité infecte son esprit, jusqu'à quel point elle affecte son comportement humain, jusqu'à quel point elle enlève à son esprit le pouvoir sur le plan matériel. Donc l'homme a l'impression de se donner ou d'avoir un certain pouvoir créatif, lorsqu'en fait ce pouvoir n'est pas un pouvoir créatif, il est simplement la manutention de certaines formes d'énergie astrale pour le bénéfice temporaire à court terme de l'ego. Il y a une très grande différence entre une bonne idée et une énergie créative qui crée une forme dynamique. Il y a une très grande différence entre la réalité créative de l'homme et la réalité simplement dynamique, mécanique de l'homme. Il y a une différence énorme entre la réalité de l'homme qui s'ajuste à la forme pour se manifester dans la matière et une bonne idée qui semble être bonne à l'ego parce qu'elle lui fait plaisir, parce qu'elle le sécurise. Et c'est cette différence entre la bonne idée et l'énergie créative dans la forme que l'homme doit comprendre, que l'homme doit réaliser. Il doit y avoir une certaine liberté, une certaine vitalité, un certain état d'esprit derrière une forme pour que l'idée soit créative au lieu d'être simplement bonne. Nous analysons dans notre tête, nous pensons à de bonnes idées, nous recevons incessamment des idées dans la tête. Et ces idées viennent d'où? Elles servent à qui? Elles servent à quoi? Elles servent simplement à canaliser de l'énergie vers nous pour tenter l'ego, pour mesurer l'ego, pour que l'ego se donne une mesure ou un manque de mesure, pour faire sentir à l'ego son insécurité, son incapacité. Donc ces idées qui viennent à l'homme par son cerveau, sans fin, le jour, le soir, la nuit, elles sont simplement du matériel astral. Elles ne sont pas réelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas conclusives en elles-mêmes. Je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas créer quelque chose, qu'elles ne peuvent pas amener l'homme à quelque chose. Effectivement, elles peuvent amener l'homme à quelque chose. Mais ce quelque chose vers lequel elles vont amener l'homme n'est pas nécessairement quelque chose de vital, n'est pas nécessairement quelque chose de finalitaire, n'est pas nécessairement quelque chose qui est lié avec son intérêt vital. Il faut que l'idée soit liée à l'intérêt vital de l'homme. Vaut mieux que l'homme attende quelques années ou quelques temps avant de vivre
d'une idée ou d'un mouvement de l'esprit à travers la forme qui le mène à l'intérêt vital que de perdre énormément d'énergie et énormément de souffle. Mais naturellement, l'ego ne peut pas faire ainsi parce que l'ego doit quand même utiliser l'énergie astrale qu'il a pour se manifester d'une certaine façon puisqu'il n'est pas en fusion. Mais si l'ego était en fusion, il ne pourrait pas avoir de bonnes idées avant le temps. Ceci serait souffrant pour lui, ainsi de suite, mais au moins, il ne perdrait pas d'énergie pour rien, il s'occuperait de transformer ses corps subtils avant de pouvoir un jour avoir une énergie qui soit parfaitement créative. Mais parlons de l'homme qui n'est pas en fusion, parlons de l'homme qui va vers la fusion, parlons de l'homme qui se conscientise. Cet homme doit apprendre à bien fixer sa vision sur les idées qui lui passent par la tête de jour en jour, surtout si il est dans une situation qui est difficile, surtout s'il est dans une situation de laquelle il voudrait s'extirper, ainsi de suite. C'est là que l'homme doit faire attention, parce que lorsque l'homme a besoin de quelque chose, lorsqu'il est déficient en quelque chose, c'est là que les idées viennent, c'est là que les propositions viennent, et c'est là qu'il se fait prendre. Moi, je dis que les idées sont du foin pour le cerveau, sont simplement du foin pour le cerveau. Et le cerveau, c'est le cheval. Vous lui donnez du foin et il mange, et il mange, et il mange, et il mange. Il y a toute une catégorie de gens qui répondent différemment aux idées. Il y a des gens qui n'ont jamais d'idées. Ils ne sont pas capables d'avoir d'idées. Ils n'ont aucune idée. Ils sont malheureux parce qu'ils n'ont aucune idée. Ils attendent le jour où ils auront une idée, au moins une. Il y a des gens qui ont une idée, elle est fixe, mais ils n'y peuvent rien. Ils sont incapables. Tout semble bloqué dans leur vie. Ils ne peuvent pas l'exécuter, cette idée. Il y a d'autres personnes qui sont bourrées d'idées. Ils ont des idées à gauche et à droite, et ils ne savent pas quoi faire avec. Il y a par contre des gens qui ont beaucoup d'idées et qui font beaucoup de choses avec, et qui se mettent constamment les pieds dans les plats, avec toutes les idées qu'ils ont. Et il y a une autre catégorie de gens qui ont beaucoup d'idées et qui sont suffisamment conscients de traiter avec ces idées d'une façon intelligente, c'est-à-dire de les regarder, de parler, de travailler avec, d'attendre, de ne pas être pressé, de prendre ce qui est bon de ces idées, de le mettre de côté et d'éliminer le reste. Donc, il y a toute une gamme de catégories de personnes qui travaillent, qui utilisent et qui fonctionnent différemment avec toutes les idées. Mais il y a un principe universel en ce qui concerne les idées. Que vous ayez beaucoup d'idées, que vous n'ayez aucune idée, ou que vous soyez rempli d'idées, il faut toujours faire attention à l'idée lorsqu'elle est là. S'il n'y en a pas, vous attendez, vous ne pouvez pas forcer. S'il y en a un peu ou s'il y en a beaucoup, il faut toujours faire attention parce que les idées servent à canaliser vers le plan matériel de l'énergie. Et tant que le temps n'est pas venu pour que cette énergie soit canalisée, il y aura une fracture quelque part dans la forme, dans le comportement de la forme, dans l'évolution, l'évaluation, la mesure de la forme. Et à partir de ce moment-là, il y a de l'expérience. Donc, une idée doit être toujours mesurée avec le temps. C'est le temps qui détermine la mesure d'une idée. C'est le temps qui donne à l'idée sa profondeur, sa couleur, son caractère robuste, sa plénitude, et ainsi de suite. C'est le temps. Toujours le temps. Et qu'est-ce que c'est le temps? C'est le temps de l'esprit. Ce n'est pas le temps de l'ego. Le temps, c'est la condition de l'esprit. C'est l'esprit qui voit, qui connaît la condition de l'homme, qui connaît la condition des événements, qui connaît l'état interne psychologique de l'homme et qui peut, parce qu'il le sait, faire canaliser dans l'homme une énergie qui, sur le plan de l'idée, devient automatiquement créative. Mais si l'homme est pressé, si l'homme s'inquiète, si l'homme n'est pas capable de comprendre ceci, il devient nerveux lorsque l'idée vient.
il s'excite, il veut faire quelque chose tout de suite. C'est là qu'il faut qu'il fasse attention. Parlons de l'idée fixe. Il y a des gens qui ont des idées fixes. Ils ont une idée dans la tête depuis des années. Et ce qui est drôle, c'est que cette idée qu'ils ont dans la tête depuis des années, elle est fondée sur une qualité de leur psychologie qui bloque d'autres idées. C'est comme un moton dans le canal de la tête. Et ils ont l'impression que c'est cette idée fixe qui est réellement la direction qu'ils doivent prendre dans la vie pour faire quelque chose. Et c'est une erreur. Ils ne sont pas capables de se désengager de cette idée, de la mettre de côté et d'en regarder d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes, ils ne savent pas que cette idée, elle est à la mesure de leur impuissance psychologique. Ils ne réalisent pas que cette idée elle est fondée sur leur insécurité, sur certains désirs de l'ego, sur certaines facultés psychologiques en eux qui les empêchent justement de pouvoir travailler dans un autre cadre avec d'autres idées. Donc ils se bloquent. Il ne s'agit pas pour l'homme d'avoir des idées fixes, il s'agit pour l'homme d'avoir des idées qui, dans le temps, se fixent. Ce n'est pas la même chose. Je connais quelqu'un qui rêve de faire de la photographie. Depuis des années, il rêve de faire de la photographie. Et pourtant, son travail, son métier, c'est la construction. Et auparavant, il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfant. Donc, la photographie, c'était pour lui beaucoup plus plausible parce que pour faire de la photographie, il faut quand même une certaine liberté, surtout dans le domaine de la photographie où il voulait exercer son art. Mais ce personnage ne comprend pas, ne réalise pas que la raison pour laquelle il veut faire de la photographie, c'est parce que dans la photographie, il y a du mouvement, il y a des voyages, il y a une certaine liberté d'action. Mais maintenant, il est marié, il a des enfants, il ne peut plus être libre, il ne peut plus se déplacer comme auparavant. Aujourd'hui, en tout cas. Donc, il souffre de cette idée fixe de la photographie et il met de côté un métier qui est rémunérateur et il est incapable de faire la solution entre ce métier et cette idée fixe qu'il a depuis longtemps. S'il était capable de mettre de côté complètement cette idée fixe, se plonger dans son métier, faire des sous et s'organiser lentement pour que cette photographie fasse partie de sa vie, mais non pas en tant que pièce principale de son atelier, mais comme pièce secondaire, comme hobby, et petit à petit le construire au cours des années, éventuellement, lorsqu'il serait suffisamment fort, suffisamment solide, suffisamment empreint d'expérience, il pourrait lâcher le métier de construction pour aller dans la photographie. Mais non, ce n'est pas ceci. Il veut tout de suite de la photographie. Il cherche de toutes les façons, de tous les moyens imaginables de faire de la photographie, et rien ne vient à lui. Il n'a pas les sous, il n'a pas les conditions, il n'a pas les contacts, et ainsi de suite. Donc, il y a toujours dans l'idée des problèmes. Souvent, ce sont des problèmes majeurs qu'on ne voit pas, souvent, ce sont des problèmes mineurs qu'on ne réalise pas. Mais il faut les identifier. Donc, il faut se connaître soi-même, il faut être réaliste. Qu'est-ce que ça veut dire être réaliste? Ça veut dire ne pas se faire prendre dans le jeu des idées. Les bonnes idées ne sont pas là pour nous servir, elles sont là pour nous donner l'idée que nous pouvons nous servir d'elles. Remarquez la nuance. Remarquez la nuance. L'homme doit se servir de son énergie créative, de sa volonté, de son intelligence pour projeter dans le monde cette énergie à travers une forme qu'on appelle un mouvement créatif de la pensée. Mais le mouvement doit commencer de son esprit, de sa volonté. Si le mouvement commence de l'idée, ce mouvement ne peut pas atteindre l'homme profondément, il ne peut pas s'asseoir, se fixer dans l'homme d'une façon solide parce qu'il n'est pas réel. Il est basé sur une psychologie, il est basé sur un comportement psychologique, sur des émotions, sur des pensées subjectives, sur une insécurité quelconque de l'ego.
Donc, il faut voir la différence fondamentale entre de la créativité de l'esprit à travers l'ego et une bonne idée. Et effectivement, il y a une différence fondamentale. La créativité de l'esprit à travers l'ego ne suscite pas dans l'homme de la pensée polarisée. Elle suscite dans l'homme un mouvement qui s'explique par la parole et par l'action. En s'expliquant par la parole et par l'action, il devient de plus en plus clair, de plus en plus raisonnable, de plus en plus fixé dans le temps, donc de plus en plus réalisable. Tandis que la bonne idée, elle, ne peut être perçue que par la pensée qui la nourrit, que la pensée qui l'analyse, que par la pensée qui essaie de la cerner. Et il y a toujours quelque chose qui manque, parce qu'il y a toujours des interférences dans le temps qui viennent l'étouffer, qui viennent l'arrêter, qui viennent l'empêcher de se manifester réellement, et qui en souffre l'ego. Donc, cette idée-là tombe, et une autre bonne idée vient, et le cirque recommence. Il y a des gens qui ont des bonnes idées à toutes les 24 heures. Il y en a qui en ont des bonnes idées à toutes les 2 semaines. Il y en a à toutes les années. Et il y en a à toutes les 2 minutes. Et c'est toujours le même phénomène. Et vous regardez ces gens, ils ne vont jamais nulle part, ils ne font rien. Ils vont simplement en rond, et en rond, et en rond. Un homme ne peut pas aller en rond toute sa vie. Il faut qu'il sorte du rond, il faut qu'il sorte du cercle pour percer dans la vie une ligne droite. Et pour ce, il lui faut de l'esprit, c'est-à-dire qu'il lui faut de la volonté, de l'intelligence, donc il lui faut être en dehors du mirage des bonnes idées, qui ne sont simplement que des façons à l'énergie astrale de se canaliser dans l'homme, afin de soulever de l'émotion et de soulever des pensées subjectives. Le phénomène de l'idée, de la bonne idée, est un phénomène psychologique. C'est un phénomène psychologique. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui naît d'une conscience inférieure. L'intelligence créative de l'homme n'est pas un phénomène psychologique. C'est un phénomène psychique, vibratoire. C'est un phénomène de haute instance. C'est un phénomène de conscience. Et l'ego sait facilement s'ajuster à ce phénomène parce que ce phénomène le nourrit, lui donne de la substance, lui donne de la vitalité. Un homme conscient, un homme dans son esprit, ne peut avoir qu'une idée créative à la fois. Il ne peut pas avoir 2 idées créatives à la fois. Il ne peut y en avoir qu'une. Cette idée créative possède tellement d'énergie, contient tellement d'énergie, qu'il ne peut pas en avoir plus qu'une. Si un homme vivait créativement toutes les bonnes idées qu'il a, il se détruirait. Il serait impossible pour lui de vivre. Ce serait trop. C'est pourquoi il y a des gens qui meurent du cancer, parce qu'ils vivent trop intensément, ils vivent trop de ces bonnes idées, ils ont trop de bonnes idées, ils n'arrêtent pas. C'est très mauvais d'avoir trop de bonnes idées, et surtout de pouvoir les exécuter. Il y a un rythme de vie dans l'homme. L'homme doit vivre sa vie selon un certain rythme, et le rythme qu'il doit vivre est le rythme que lui impose son esprit, c'est-à-dire ses forces internes, ses forces vitales, ainsi de suite. Et un homme conscient qui regarde le déroulement de sa vie voit très bien qu'une idée créative suit une autre idée créative, qui suit une autre idée créative, dans un rythme particulier, dans un rythme qui n'empêche pas l'idée d'avant de faire interférence avec l'idée d'après, ainsi de suite. Il y a un ordre, il y a une harmonie dans les idées. Ce n'est pas comme un champ de pommes. Mais chez l'homme inconscient ou chez l'homme qui commence à se conscientiser, il y a une myriade d'idées qui se poussent, qui se tassent les unes contre les autres comme des sardines et qui est étouffé l'ego. Et vous avez le cas opposé où l'ego n'est pas étouffé, il est simplement asphyxié. Il souffre de ne pas avoir d'idée. Il est asphyxié, il n'a pas d'air, il n'a pas d'oxygène. Il n'y a simplement qu'une chose à faire pour cet ego, c'est de réaliser, de voir
s'il y a en lui de la volonté. Parce que là où il n'y a pas d'idée, c'est parce qu'il manque de la volonté. S'il y a de la volonté, il y a automatiquement de l'idée, parce que la volonté presse contre l'astral pour faire sortir le jus, pour faire sortir de l'homme quelque chose. Donc les gens qui n'ont pas d'idée sont des gens qui manquent de volonté. Ceci est très important. Des gens qui n'ont pas d'idée sont des gens qui manquent de volonté. C'est impossible à un homme qui a de la volonté, qui a moindrement de la volonté, de ne pas avoir d'idée. C'est impossible. Il y a une relation directe entre la volonté et la manifestation chez lui d'idées, plus ou moins créatives selon la lucidité de son intelligence, selon son tempérament, selon son imagination, ainsi de suite. On dit souvent dans le peuple que les idées sont multiples. Les Américains le disent, ideas are cheap. Les idées viennent. Il y en a beaucoup d'idées dans le monde de l'homme, dans le monde du mental intérieur de l'homme. Il s'agit pour lui de bien les reconnaître, de bien les mesurer, de bien les savoir, de bien les comprendre, de bien les réaliser à travers la lentille de son intelligence réelle, de son esprit. Certains diront, mais si nous ne mettons pas en marche nos bonnes idées, qu'est-ce que nous allons faire? Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre en marche nos bonnes idées. Je dis qu'il faut vérifier nos bonnes idées, ne pas être piégé par nos bonnes idées, être intelligent avec nos bonnes idées. Il faut que notre intelligence créative surplombe nos bonnes idées. Il faut qu'elle puisse les cribler, nos bonnes idées, intérieurement. Il faut qu'elle puisse pénétrer à travers, faire toutes sortes de mouvements à travers nos bonnes idées pour voir si elles sont réellement bonnes, si elles sont réellement solides. Il faut que notre intelligence puisse les tester, ces bonnes idées. Si nous vivons simplement de nos bonnes idées, si nous essayons d'exécuter simplement nos bonnes idées sans les faire passer par notre intelligence, sans les tester par notre intelligence réelle, sensible, ces bonnes idées ne seront plus demain bonnes pour nous. Évidemment, les idées dans l'homme font partie d'un tout. Elles font partie de l'activité psychique de l'homme. Mais ce n'est pas parce que les idées dans l'homme font partie d'un tout en lui qu'il n'est pas capable, lui, de prendre de la distance, de prendre une position objective vis-à-vis ces idées et les bien regarder. Il y a des gens qui s'imaginent parce que les idées ou les bonnes idées viennent d'eux-mêmes, que ces bonnes idées sont automatiquement bonnes pour eux. Ce n'est pas le cas. L'homme est une totalité qui se perfectionne. L'homme est une totalité qui devient de plus en plus subtile, de plus en plus intelligente, de plus en plus raffinée, de plus en plus discernante. Donc les idées, les bonnes idées qui font partie de lui, font aussi partie de ce perfectionnement de l'homme. Donc c'est à lui de vérifier, de s'assurer que les bonnes idées ne sont pas là pour lui nuire, mais sont là pour lui apporter de l'aisance, du plaisir, de la joie de vivre. Sinon, ce ne sont pas de bonnes idées. Autrement dit, ce ne sont pas des idées créatives. Ce sont simplement des idées fournies par l'astral pour son expérience, pour le développement de son émotion, de son mental, pour le développement de sa maturité. Ceci n'est pas mauvais en soi, puisque c'est justement ceci qui se produit. Mais vient un point dans la vie de l'homme où il doit être suffisamment lucide, il doit comprendre suffisamment les lois de l'esprit, les lois de l'imagination, les lois de la pensée, pour se protéger contre les bonnes idées qui, en fait, sont plutôt nuisibles à lui que créatives. Mais ceci requiert beaucoup de discernement. Ce n'est pas facile de voir à travers une bonne idée et de réaliser qu'elle n'est pas bonne. Ce n'est pas facile de voir qu'une bonne idée engendrera une perte. Ce n'est pas facile de voir qu'une bonne idée nous amènera éventuellement à un recul.
Parce que lorsque nous recevons une bonne idée, nous sommes enthousiasmés. Et il est là le danger. La bonne idée nous enthousiasme parce qu'elle semble nous libérer d'une condition incertaine, d'un statu quo, d'une absence de mouvement, et nous aimons le mouvement. Donc nous sautons automatiquement dans l'eau et nous sommes emportés par le courant. Nous n'avons pas la patience de regarder l'eau à partir de la berge, en attendant qu'un bateau solide passe pour nous amener plus loin dans notre mouvement. L'essence d'une idée créative, d'un mouvement créatif de l'esprit, est toujours le même. Il n'y a pas d'enthousiasme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'astralité. Dans le mouvement créatif de l'esprit, l'ego ne sent pas d'astralité. Le mouvement est tellement naturel. Il est tellement silencieux. C'est par l'astralité de l'enthousiasme que l'ego se fait prendre dans les bonnes idées. Parce que, automatiquement, cette idée qui est bonne, ou qui semble bonne, lui saute aux yeux. Mais en lui sautant aux yeux, elle apporte avec elle de la poudre. Il y a des gens qui se conscientisent et qui ont des commerces, et qui veulent laisser leur commerce, parce qu'ils veulent relaxer, ils veulent une certaine paix, ainsi de suite. Donc, pour eux, laisser le commerce, c'est une bonne idée. Et dans le fond, ce n'est pas une bonne idée. S'ils laissent le commerce, ils se verront demain déficients de quelque chose. Ils se verront déficients sur le plan matériel. Ils verront que ce n'est pas aussi facile de retourner ensuite dans le monde pour travailler pour quelqu'un d'autre. Ils verront qu'ils se sont fait jouer un tour. Ils devraient attendre, persévérer dans leur commerce, continuer à œuvrer dans leur commerce, bâtir leur commerce, se désengager s'ils sont fatigués ou extrasensibles vis-à-vis de leur commerce, se désengager, déléguer, mettre quelqu'un d'autre à la place, mais ne pas fermer leur commerce, garder leur commerce. Et plus tard, lorsqu'ils auront développé une certaine résistance, ils pourront revenir dans leur commerce, avec une autre maturité, avec d'autres idées, c'est-à-dire, cette fois, avec des idées créatives, qui leur permettront de garder leur commerce, d'être libres dans un certain sens de leur commerce, et d'avoir changé, transformé la structure de leur commerce, de sorte que eux pourront prendre un peu plus de recul et avoir une autre personne en charge qui pourra prendre les guides de leur commerce. Donc, le phénomène des bonnes idées, c'est un phénomène très particulier. C'est un phénomène qui, de plus en plus, lorsque l'homme se conscientise, tend à le tester, qui risque même de lui enlever quelque chose, qui risque de lui faire perdre quelque chose. Et c'est là que l'homme doit faire attention. Nous sommes très vulnérables. Plus nous sommes conscients, plus nous sommes vulnérables, jusqu'au jour où notre conscience ayant été testée, mesurée, bafouée, nous avons la lucidité de notre intelligence, nous avons le discernement parfait, nous sommes sûrs des mouvements que nous faisons et nous pouvons facilement, parfaitement apprécier les idées qui nous viennent dans la tête. Nous pouvons les mettre de côté parce que nous avons la vibration pour les mesurer. Nous pouvons les mettre de côté parce que nous avons la sensibilité qui nous fait voir que ces idées ne sont pas pour le moment réalisables. Nous avons la sensibilité parce que nous avons la sagesse de comprendre que les idées sont là simplement pour nous tester parce que la forme sert à l'évolution de notre corps émotionnel, de notre corps mental. Un homme conscient devrait être capable de réaliser sur le champ la possibilité, la probabilité d'une idée. Il devrait le savoir. Vibratoirement, il devrait le savoir. Si un homme ne peut pas mesurer la probabilité d'une idée vibratoirement, c'est que cette idée n'est pas créative, elle est simplement psychologique. Ceci est très important. Un homme devrait pouvoir mesurer vibratoirement, c'est-à-dire sentir intérieurement la possibilité d'une idée. S'il n'est pas capable, il est mieux de faire attention. Il se doit de faire attention. Les forces astrales dans l'homme ne font pas de faveur à l'homme. Elles le testent. Elles servent à son évolution. C'est l'homme lui-même qui se doit de se faire des faveurs. Ce ne sont pas les forces en lui. Et pour que l'homme puisse se faire des faveurs,
pour que l'homme puisse se faire défaveur après défaveur et après défaveur, autrement dit, pour que l'homme puisse constamment dans la vie se donner quelque chose, se donner du renouveau, se donner de la continuité, autrement dit, se créer la vie, se créer sa propre destinée. Il faut qu'il puisse fonctionner à partir de son énergie, jamais à partir d'idées qui semblent bonnes. Il doit partir de l'énergie pour créer ensuite des mouvements qui peuvent être compris, expliqués à travers une forme qu'on appelle l'idée. Mais l'esprit n'est jamais pressé dans l'évolution d'une idée. Il n'est jamais pressé dans la manifestation d'une idée, parce qu'il prend le temps dont il a besoin pour qu'elle se manifeste, pour qu'elle se concrétise. Tandis que l'ego, lui, est pressé. Il emprunte du temps. Mais s'il emprunte du temps, il doit le repayer. Le temps est extrêmement important dans l'actualisation d'une énergie à travers une forme qu'on appelle l'idée. Pour que cette idée soit bénéfique pour l'homme, pour qu'elle lui serve à long terme et non pas simplement à court terme. Elle peut se transformer à court terme pour devenir autre chose, mais le mouvement lui-même doit être à long terme, il doit être accumulatif, il doit être additif. Une idée qui est créative et qui naît sur le plan de l'énergie, du plan de l'esprit, mène toujours l'homme à la liberté. Parce que l'esprit veut être libre à travers l'ego, à travers la personnalité. Donc, si l'idée est fondée sur une énergie qui vient de l'esprit, cette idée aura tendance à rendre l'homme plus libre dans la vie. Elle lui donnera une possibilité de manœuvrer à plusieurs niveaux, dans plusieurs directions. Elle le libérera. Mais si une bonne idée ne libère pas l'homme, elle n'est pas bonne, cette idée. Elle semble être bonne, mais dans le fond, elle le rendra prisonnier demain sur le plan de l'ego, par la voie d'autres conditions que l'homme n'avait pas vues, que l'homme n'avait pas senties, parce qu'il n'était pas dans les vibrations de son esprit, il n'était pas dans son intelligence, il n'avait pas la sensibilité pour prévoir vibratoirement les événements qui demain se resserreraient autour de son cou. Une idée qui naît, qui est fondée sur l'esprit, rend l'homme plus libre. C'est pourquoi je disais au début, un homme qui est créatif ne peut pas demain, dans quelques années, lorsqu'il est suffisamment dans son esprit, travailler pour un autre. Il doit travailler pour lui-même. Ceci ne veut pas dire que les hommes qui travaillent pour d'autres ne sont pas dans leur esprit. Je dis que, ultimement, éventuellement, dans le temps, un être qui est dans son esprit a la puissance créative pour générer l'énergie nécessaire, pour se créer lui-même les conditions de vie dont il a besoin, afin d'exercer sur le plan matériel son travail et aussi se donner en même temps des conditions de vie, de liberté, de mouvement, de déplacement qui coïncident avec ses besoins, qui dans ce temps-là sont très grands, très pressants et très présents. Lorsque l'homme se conscientise, surtout s'il y a en lui des, non pas des failles, mais des déficiences, par exemple sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'expérience dans le travail, et ainsi de suite, il ne semble pas pouvoir s'imaginer ce qu'il pourrait faire dans la vie. C'est pourquoi il lui semble beaucoup plus plausible de travailler pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est normal. Mais je dis que vient le temps, que ce soit dans 15 ans, que ce soit dans 10 ans, vient le temps où l'homme, dans son esprit, lorsqu'il est dans son esprit, réellement bien situé dans son esprit, a la capacité de faire mouvoir l'énergie de cet esprit à travers son intelligence inférieure, à travers son ego, pour se faire
pour se créer, pour se découper dans la vie une place qui est sous son contrôle, qui est régie par lui et qui est le résultat de l'activité de son esprit à travers la personnalité pour le bénéfice psychologique de son être, qui est celui d'être libre, de ne travailler que sous ses ordres, d'être libre dans le déplacement afin de pouvoir se stabiliser dans le temps où il lui est nécessaire, afin de se reposer, de se relaxer, de prendre des vacances quand bon lui semble et pour des périodes qui lui conviennent. Les exigences de l'homme conscient ne sont pas les exigences de l'homme inconscient. L'homme inconscient subit les conditions de son milieu de travail, tandis que l'homme conscient, lorsqu'il est réellement dans son esprit, un jour, ne peut plus être conditionné par son environnement de travail. Il a besoin de ses propres conditions, il crée ses propres conditions, il sait ses propres conditions. Et le savoir de ses propres conditions font partie de sa santé mentale, de sa santé émotionnelle, de sa santé vitale, physique. Donc l'homme conscient a besoin de quelque chose, il a besoin de certaines conditions de vie qui ne sont pas celles de l'être inconscient. C'est pourquoi il a besoin d'être libre, il a besoin de travailler pour lui-même, il a besoin de pouvoir se remplacer par un autre temporairement, mais il a besoin de pouvoir se sentir sur le plan matériel un être qui n'est plus régi par les conditions planétaires de sa civilisation. C'est pourquoi ça prend un certain temps pour certaines personnes avant d'en arriver à cette condition, à cette maîtrise, à cette capacité créative, parce que justement, il semble, en apparence, leur manquer des éléments qui semblent en retour leur créer des déficiences, mais ceci est simplement une illusion. Donc, avec le temps, vous verrez que les bonnes idées ne sont pas nécessairement bonnes et que les idées qui semblent être en apparence un peu drôles ont un fondement qui demain deviendra de plus en plus vérifiable au niveau de l'expérience. Vous verrez que demain, certaines idées que vous aviez quelque part dans la tête se remanifesteront, mais dans ce temps-là, vous aurez l'énergie de la volonté et de l'intelligence pour les manifester. En attendant, l'homme n'a qu'à faire attention. Il n'a qu'à comprendre que les bonnes idées sont là pour tester son astralité, pour tester la différence entre son intelligence réelle et son intelligence obscure, pour voir s'il est capable de voir, pour voir s'il est capable de mesurer la distance entre sa réalité créative et sa réalité purement mécanique et subjective. Lorsque l'homme a compris ceci, qu'il est foncièrement solide, qu'il est capable de bien saisir la différence entre les idées qui sont bonnes en apparence et les idées qui doivent naître de sa conscience créative, il souffre de moins en moins des bonnes idées et il avance de plus en plus vers son esprit. Donc, avec le temps, il se sent de plus en plus créatif. Avec l'expression verbale, il peut de plus en plus voir jusqu'à quel point il est capable de développer des idées sans pour cela se laisser ramasser des idées dans la tête qui viennent de l'astral. C'est en développant des idées et en voyant l'impuissance de nos idées que nous en arrivons éventuellement à pouvoir développer des idées et à en reconnaître la puissance. Donc le jeu de l'esprit vis-à-vis les idées et le jeu de l'astral vis-à-vis les idées sont deux jeux très différents. L'esprit ne procède pas de la même façon que l'astral. L'esprit est silencieux, il est graduel, il est patient, il est long dans sa manifestation.